Ah, cette image. Qui n'a jamais connu ça? Ce moment de pure frustration. Un écrou complètement fichu, une clé qui dérape. Et voilà, une tâche qui devait prendre 5 minutes se transforme en cauchemar. C'est le signe typique que quelque chose, dans la méthode, n'a pas fonctionné. Et si je vous disais que cette frustration, eh bien, ce n'est pas une fatalité, qu'on peut tout à fait passer du bricolage un peu au pif à un geste vraiment précis, efficace, presque professionnel. C'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va s'appuyer sur des guides techniques pour décortiquer les principes qui font d'un simple outil une véritable extension de notre savoir-faire. Alors, par où on commence? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir comment choisir le bon outil pour la bonne mission. Ensuite, on passera aux gestes qui sauvent, que ce soit pour serrer, pour frapper ou pour manipuler. Et bien sûr, on terminera avec ce qui chapeaute tout le reste, la sécurité. Allez, c'est parti. Première étape, le choix de l'outil. Et là, il y a un premier mythe à faire tomber. Être un pro, ça ne veut pas dire avoir la plus grosse boîte à outils du quartier. Non. Ça veut dire maîtriser quelques règles d'or fondamentales. Et ces règles, elles sont d'une simplicité désarmante. C'est un triptyque en fait. 1. Bien choisir. 2. Bien utiliser. Et 3. Savoir respecter son matériel. C'est ce trio qui fait absolument toute la différence. Gardons-le bien en tête, c'est notre fil rouge pour la suite. Concrètement, ça veut dire quoi, bien choisir? Eh bien, ça commence par la base, la compatibilité. Ces deux exemples, c'est le grand classique de l'atelier. Essayez d'utiliser une clé en millimètres sur un écrou en pouce ou un tournevis Philips dans une empreinte PosiDrive. C'est le meilleur moyen de tout abîmer, la vis et l'outil. Bon, passons maintenant à l'action la plus courante en maintenance, serrer et desserrer. Ici, tout est une question de couple, c'est-à-dire comment appliquer la bonne force au bon endroit et surtout de la bonne manière. Pour un écrou hexagonal, on a souvent ces deux options, la clé à fourche et la clé qu'on appelle à œil ou polygonale. À première vue, on se dit qu'elles font la même chose, non? Et pourtant, l'une est bien meilleure que l'autre dans certaines situations. Voyons pourquoi. Le conseil des pros est formel, quand il faut forcer, on prend la clé à œil. La raison, elle est purement mécanique. Imaginez, elle vient enlacer complètement l'écrou, elle répartit la pression sur les 6 côtés. Du coup, le risque de riper et d'arrondir les angles de l'écrou devient quasi nul. La clé à fourche, elle, ne prend que sur 2 petits côtés. C'est beaucoup plus risqué. Et ce principe, il vaut aussi pour les clés à empreinte, comme les clés Allen ou Torx. Le point absolument crucial ici, c'est que la clé soit engagée à fond. Si elle n'est pas bien enfoncée, la force va s'appliquer sur le bord de l'empreinte et non sur toute sa surface. C'est là qu'on massacre la tête de vis. Parlons maintenant du geste, un détail qui change tout, que ce soit pour la sécurité ou l'efficacité. La règle est simple, on tire la clé vers soi, on ne la pousse jamais. Pourquoi? Visualisez la scène. Si la clé glisse pendant qu'on tire, le corps part en arrière, on retrouve son équilibre. Si on pousse et que ça lâche d'un coup, on fonce tête la première, souvent sur la machine. Le risque de se blesser est décuplé. Allez, on change complètement de registre. Après le serrage tout en finesse, on passe à la force, mais une force contrôlée. Frapper et extraire, ça a l'air un peu brutal comme ça, mais en réalité, ça demande énormément de précision. Alors voilà la règle d'or absolue pour tout ce qui est outil de frappe. Ne jamais frapper dur sur dur. Frapper un burin en acier trempé avec un marteau en acier, c'est le risque de créer un éclat de métal qui part comme une balle. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser une massette avec une tête plus tendre, en laiton ou en plastique, pour frapper un outil en acier. Et que faire face à une pièce qui refuse de bouger, genre un roulement complètement grippé? Là, on sort l'arme secrète, l'extracteur. Son travail, c'est de tirer la pièce bien dans l'axe sans rien abîmer autour. C'est de la véritable chirurgie mécanique. Alors pourquoi est-ce qu'on voit surtout des extracteurs à 3 griffes plutôt qu'à 2? C'est pas pour faire joli, c'est une question d'équilibre. Pensez à un tabouret, sur 2 pieds, il est bancal. Sur 3 pieds, il est parfaitement stable. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Les 3 griffes répartissent la force de traction de manière égale et maintiennent l'outil bien droit. L'extraction est plus propre et surtout bien plus sûre. Pour que l'extraction se passe bien, voici la petite checklist à suivre. D'abord, on centre parfaitement l'outil. Ensuite, on vérifie que chaque griffe a une bonne prise. On pense à mettre une goutte d'huile sur la vis pour que ça force moins. Et la règle d'or absolue, on oublie la clé à choc. Un extracteur met le métal sous une tension énorme. Des chocs violents et l'outil ou la pièce peuvent casser de manière explosive. La force doit toujours être appliquée progressivement, en douceur. 4e partie. On passe maintenant à la famille d'outils la plus polyvalente qu'on puisse trouver, les pinces. Pour saisir, pour maintenir, pour couper, elles sont tout simplement indispensables.
On commence par la star, la plus connue, la pince universelle. Son nom dit tout en fait. Ses mâchoires peuvent saisir des objets plats ou ronds et elle a une zone pour couper du fil. C'est le couteau suisse de la boîte à outils. Passons à la pince coupante. Et là, on est en plein dans notre troisième règle. Respecter les limites de l'outil. Chaque pince a ses limites. Essayer de couper de la corde à piano avec une simple pince d'électricien, c'est comme essayer de couper une bûche avec un couteau à beurre. On ne coupera rien et on va juste abîmer le tranchant de la pince pour de bon. Ah, la pince étau. Sa capacité de serrage est impressionnante. C'est parfait pour maintenir une pièce. Mais attention au piège. C'est une aide temporaire, une sorte de troisième main. Ce n'est pas un assemblage permanent. Les manuels insistent beaucoup là-dessus. Avec des vibrations, elle peut se desserrer et lâcher. Il faut la voir comme un outil de maintien, jamais comme un substitut à un boulon. Et pour finir sur les pinces, une petite astuce de pro. Ça illustre parfaitement la deuxième règle, utiliser l'outil selon les règles de l'art. Pour couper, il faut toujours utiliser la partie des mâchoires la plus proche de l'axe. Pourquoi ? C'est le principe du levier. Plus on est près de l'axe, plus on a de force. Ça demande moins d'efforts et ça préserve la pointe des tranchants, qui est la partie la plus fragile. On arrive à notre dernière section. Et c'est vraiment la plus importante de toutes, la sécurité. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Au contraire, c'est le sommet de la compétence technique. Un bon technicien, c'est avant tout un technicien qui travaille en sécurité. S'il y a une erreur que tous les manuels de sécurité interdisent formellement, c'est celle-là. Modifier un outil, meuler une clé pour qu'elle passe dans un endroit étroit, souder une rallonge pour avoir plus de force. On a l'impression d'être malin et de se dépanner, mais en réalité, on est en train de créer une bombe à retardement. En chauffant le métal, on détruit le traitement thermique qui lui donne sa résistance. L'acier devient cassant comme du verre. Et le pire, c'est que ça ne se voit pas. L'outil peut casser net sans prévenir au moment où on force le plus dessus. Pour résumer, voici les règles de base, les non négociables. Toujours porter des lunettes et des gants de protection, toujours inspecter son outil avant de s'en servir, bannir les rallonges maison, toujours débrancher un outil électrique avant de changer un accessoire, et bien sûr, pour tout travail près d'une source électrique, on utilise uniquement des outils isolés 1000 volts. Ce ne sont pas des suggestions. Et voilà, on a fait le tour. La prochaine fois qu'on prendra un outil en main, la question à se poser est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce que cet outil travaille pour moi ou est-ce que je travaille contre lui ? Parce qu'un outil, ce n'est pas juste un bout de métal. C'est le prolongement de la main, de l'intelligence. C'est à nous de faire en sorte que ce prolongement soit efficace, précis et surtout qu'il soit sûr. Le choix, au final, il est entre nos mains.